Vous écoutez Oh ça va hein épisode 6 avec Sandrine Fin. Je suis Océane Huertas et j'ai toujours éclaté les cases pour faire uniquement ce que je voulais. Et au fond, dans la vie, on a tous le droit d'essayer ce qu'on veut, d'être différent, même si personne ne pige pas grand-chose à ce qu'on fait. Alors j'ai créé le podcast que j'aurais voulu avoir. Pas de mytho à 100K par mois, juste des parcours tels qu'ils sont. Des gens qui montent des projets, qui créent, qui réussissent. Ou parfois se cassent allègrement la gueule. Oh ça va, hein. Ça va être des histoires et des tips, sans bullshit. Aujourd'hui, on est avec Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Océane. Alors, je sais que tu as un parcours exceptionnel, mais pour nos auditeuristes, il va falloir te présenter. Aujourd'hui, qui es-tu ? En quelques mots. Alors, quelques mots, ça peut être compliqué. Donc, qui je suis ? Donc, je m'appelle Sandrine, j'ai 36 ans, je suis mariée, j'ai une petite fille de 3 ans et demi qui fait sa rentrée très prochainement, première rentrée. Et ouais, quand même, donc ça grandit. Hein. Et je suis... alors, je suis quoi ? Je suis moi, déjà, et je pense que ça, c'est super important. Et ensuite, j'ai 2 petites boîtes, donc un studio d'innovation qui s'appelle Nomad by Design, qui accompagne des entreprises et des institutions à créer des solutions innovantes et durables, donc pour leurs clients ou pour leurs collaborateurs, pardon. Et j'ai un startup studio, donc dans le startup studio, on va accompagner et on va co-créer, financer et développer des startups à impact sur le territoire. Et ce studio s'appelle Fort Impact et c'est d'ailleurs le premier startup studio à impact des Outre-mer. Mes félicitations. Merci. Donc ça, c'est où t'en es aujourd'hui. Mais raconte-nous un petit peu tout ce que t'as pu essayer avant d'en arriver là. Eh ben, j'ai essayé beaucoup de choses, même si je n'ai que 36 ans. Oui, tu es très jeune encore. Voilà, je suis quand même jeune, hein, on va pas dire que je suis vieille. J'ai essayé pas mal de choses. Alors moi, j'ai commencé ma carrière dans la communication. Donc, j'ai travaillé chez... notamment, et j'étais en charge de 2 comptes super sympas, dont je ne citerai pas les noms okay. Là maintenant. J'étais du coup en charge en fait de l'achat média pour ces 2 grands comptes. C'était top, c'était mon premier boulot après mon école de commerce, parce que j'avais fait une école de commerce à Paris. D'ailleurs, j'ai fait tout mon début de carrière, en tout cas à Paris, et je suis de retour à La Réunion en fait depuis 4 ans. Donc, ah oui, c'est tout récent. Ouais, c'est quand même tout récent. Donc j'ai commencé par là, puis en 2011, ça m'a saoulée. Je me suis dit, franchement, est-ce que je suis vraiment vouée à ça ? Parce que quand même, faire de l'achat média, c'est des gros spots publicitaires à des millions d'euros pour manipuler les gens quand même, un peu. Voilà, un tout petit peu. On va pas se mentir, on a des métiers de sociopathe. Voilà. Un peu. En revanche, hyper intéressant parce que du coup, on apprend aussi beaucoup de choses sur le comportement des consommateurs, des utilisateurs et tout, qui m'a quand même vachement aidé aujourd'hui et je pense qu'on va le voir au fur et à mesure. Et donc, effectivement, moi, ça m'a saoulée. Alors pour ça, et puis aussi parce que... je pense, alors on ne mettait pas encore des mots là-dessus à ce moment-là, mais je pense que j'ai vécu mon premier burn-out pour le coup professionnel. C'était vraiment très compliqué et même au moment de dire je démissionne, je me souviens, j'étais hyper tremblotante, ça n'allait pas du tout face à du coup effectivement la directrice que j'avais à ce moment-là. Donc tout ça ensemble, je me suis dit non, c'est plus pour moi, je vais aller faire autre chose. Et ça tombe bien parce que moi, j'ai toujours voulu entreprendre. Et quelques mois avant, ou peut-être une année avant, le statut d'auto-entrepreneur avait été créé. Je me suis dit, pourquoi pas ? Donc, je lâchais mon CDI, là, en décembre 2011, pour me lancer en auto-entrepreneur. Alors, évidemment, à Paris, toute seule, ma famille à La Réunion me disait, t'es complètement folle, on ne sait pas où tu vas atterrir, je pense qu'il faut que tu rentres. Mais non. Je ne vais pas rentrer, je vais donc continuer là-bas et tu vas voir que ça va marcher. Oui, et puis en fait, je suis folle si je veux. Exactement. Voilà. On est bien d'accord, je suis folle si je veux. Mais ça, c'est vrai que j'ai
je suis jamais rentrée dans les cases. Donc, Ouais. ça a toujours été très compliqué pour ça. Et même de faire accepter à la famille ce genre de choses, de situations, c'était très complexe. J'ai rien que mon départ de La Réunion, j'avais passé pas mal de concours dans plusieurs écoles de commerce, donc dans le nord et dans le sud, puisque apparemment Paris c'est dans le nord. Bon, pour moi c'est pas dans le nord, mais bon, voilà, c'est dans le nord. Donc tout le monde m'a dit, bah, attends, t'as été prise à Nice, à Toulouse, à Montpellier, bah vas-y, il y a plein de Réunionnais, tu vas pas être toute seule, c'est génial. Et ben à force d'entendre ça, je leur ai dit, bah, vous savez quoi, je vais aller à Paris. Je vais aller à Paris justement pour être libre et toute seule et faire ma propre expérience, parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. Ouais. Voilà. Donc j'ai commencé par ça. Je me suis lancée en auto-entreprise. Et ben, j'ai bien galéré. Ouais. Bien galéré. Je n'avais aucun code, aucune. Enfin, alors j'ai bien fait une école de commerce, hein, ouais, mais bon, faire du commercial, aller chercher les gens et tout à Paris, des clients, franchement, c'était quand même très compliqué pour moi. Et puis, c'était pas le premier truc que je mettais en avant ou que j'arrivais finalement à mettre en avant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée un peu par la porte recrutement. En gros, je prenais un peu toutes les entreprises, toutes les agences de com qui recrutaient des profils en CDD, CDI. Et moi, je passais en leur proposant de bosser pour eux, mais pas en CDD et pas en CDI, donc Ouais. plutôt en auto-entreprise. À ce moment-là, mine de rien, ça a quand même plutôt bien marché parce que je pense que c'était un avantage pour les entreprises de payer moins cher, etc., moins de charges et tout. Donc voilà, je pense que ça a pris parce qu'il y avait cet avantage, entre guillemets, en face. Et là, c'était vraiment super cool parce que j'ai commencé à faire des choses vraiment différentes et vraiment de la communication pure et dure, comme je rêvais d'en faire, en tout cas quand j'étais en école de commerce. Et pour la petite blague quand même, j'ai réussi à ce moment-là donc à bosser effectivement avec ces petites agences et à bosser pour les clients que j'avais chez... Donc Ça, c'est mal. ça c'est mal, mais c'est quand même très bien. C'était quand même très bien. Bon, après, ouais, c'est quand même une grosse boîte. Hein. Je pense C'est qu'ils s'en ça. sont remis, bon. Oui, ils s'en sont Voilà. remis, clairement. Puis évidemment, bon bah oui, ça marchait, mais c'était de la com, et bon, à un certain moment, je tournais en rond très rapidement, et je me suis dit, bah, faut quand même que je trouve autre chose, ça pourrait être plus intéressant. Donc moi, je suis une fan de ciné, j'adore ça, j'adore les films, c'est vraiment top, c'est vrai, enfin voilà, moi, j'adore ça, je suis vraiment tombée dedans. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire de ma passion, en fait, mon métier. En autodidacte, j'ai appris à faire du montage. Je commençais à rédiger des scénarios, des choses comme ça, voilà. J'ai fait aussi un peu de vidéo. Je me suis inscrite du coup à des cours même de vidéo, prise vidéo et tout. Et j'ai trouvé une petite boîte du coup dans Paris avec un gars qui était super sympa d'ailleurs, qui lui lançait en fait les premières web-séries à Paris. Ok. Et il cherchait en fait des stagiaires à ce moment-là. Donc je lui ai dit, bah moi, ça me dirait bien, tu vois, d'essayer quand même, voilà, de faire des petits films et tout. Donc, tu es rentrée dans une boîte qui faisait de la web série. Ouais, Donc, ouais, 2011 en plus, c'était ouais, donc là, on tout est... nouveau, à c'était fait. le tout début, quoi. C'était le tout début. Donc là, on est 2011, donc on est parti, ouais, on était sur 2012 là, du coup. Ouais, ils faisaient de la web série, donc effectivement, tout début des web séries, et les chaînes YouTube venaient tout juste d'être créées à ce moment-là. Donc, ouais, c'était 2011-2012 à peu près. Et donc, lui, il cherchait effectivement quelqu'un en stage pour en fait l'accompagner sur la direction de production de ces web-séries et sur la réalisation et puis sur plein d'autres tâches que peut faire une petite boîte de prod, quoi. Donc, j'ai rejoint ce petit studio de prod. Et là, j'ai vu vraiment... Bah, c'était une start-up, en fait, hein, tout simplement. Donc, j'ai bien vu l'envers du décor. C'était du coup top, parce que du coup, je faisais à la fois de la réalisation, de la production. Je faisais aussi alors nettoyage, quand... Voilà, tous les métiers, boîte, quoi. quoi. Une petite boîte. Donc, on est polyvalent à 100%. Bah, j'ai vraiment kiffé, en fait, cette expérience. Et de là, donc, on a effectivement collaboré assez longtemps ensemble. Et puis forcément, du coup, je me suis dit, bah en fait, je vais peut-être basculer, je vais plus faire de com, parce que forcément, je me suis prise au jeu.
et en fait, je vais peut-être faire finalement de la prod, mais pour les entreprises. Parce que moi, ce qui me fait kiffer, quand même, c'est les entreprises. Donc les web-séries, c'était cool, mais c'était pour le fun, donc super sympa. Mais il y a aussi les entreprises. Et donc, j'ai commencé à effectivement aller à la rencontre de différentes agences de prod, etc., pour dire, bon ben voilà, moi je veux bien vous accompagner pour réaliser des films publicitaires ou institutionnels, etc., pardon, pour en fait les différentes entreprises. Et là, j'ai bossé pour 4 agences de prod en tant que directrice de production. Donc en partant vraiment Que dalle. de que dalle. Honnêtement, autant le dire. Et ça s'est super bien passé, super bien passé. Un projet dont j'ai été fière, notamment, c'était un projet sur les femmes, enfin la finance des femmes plutôt dans le monde et dans les pays peu développés. Donc c'était Madagascar, l'Inde, etc. Et en fait, on parlait de la tontine. Donc comment elles arrivent à financer finalement les projets de leur village, de leur communauté à travers la tontine. Et c'était effectivement des séquences de réalisation un peu dans le monde entier avec une web-série qui avait été montée et un site à l'époque, Femmes Lumière, en partenariat avec Care et TV5 Monde. Ah ouais, donc un gros machin, quoi. Un gros machin. Ah, trop bien. Cool. C'était super cool. Puis évidemment, on s'arrête pas là. Hein. Bah non. Donc là, je me suis dit, c'est cool, mais bon, quand même. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour. En fait, c'était pas j'ai fait le tour, mais c'était vraiment très, très en lien parce que dans ces réalisations-là, en fait, il y avait des entreprises qui avaient vraiment de vraies problématiques. J'avais aussi fait des vidéos, notamment, je me rappelle, pour Landra, qui mettait en avant le covoiturage. C'était le tout début, en fait, de toutes ces démarches RSE, etc. Et clairement, je me suis dit, mais en fait... là, il y a vraiment de vrais sujets stratégiques pour les entreprises. Et comme moi, les personnes à qui je parlais, mine de rien, c'était quand même des dirigeants d'entreprise ou des DRH ou des directeurs de com, c'est un moment, il fallait quand même que je sois au niveau, on va dire, puisque j'avais quand même ce fameux syndrome de l'imposteur. Évidemment, j'étais toute jeune. El famoso. Eh ben oui. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais peut-être aller me former. Ouais. Encore. Donc, effectivement, je me suis formée plutôt en cours du soir, mais à l'IAE. Donc, j'ai validé en 2 ans un MBA à l'IAE. J'ai fait tout le tour, effectivement, de la gestion d'entreprise, de l'innovation, du design, etc., qui, du coup, en voyant cette matière-là, le design, clairement, je me suis dit... Quand même, ça me parle bien, hein. C'est quand même très proche de tout ce que je fais, et même la façon dont j'opère en fait dans mes métiers, c'est quand même très proche de ça. Donc je me suis formée aussi à ça, à Stanford, du coup, en cours à distance. Excusez-nous. Donc, mais à distance. Ouais, mais même. Mais bon, mais ça coûtait trop cher d'y aller, donc j'avais pas de thunes à ce moment-là. Donc je me suis formée, et puis en voyant ça, je me suis dit, mais en fait, là, t'as vraiment des sujets... hyper intéressant dans tes vidéos que tu peux aller chercher et vraiment en faire des sujets très stratégiques pour les entreprises. Et il y a beaucoup d'accompagnement du changement, notamment, parce que moi, quand je faisais ces vidéos-là, en fait, je passais énormément de temps avec les collaborateurs en interne pour, du coup, comprendre, en fait, comment ils fonctionnaient, etc. Et en fait, c'était pas juste de la vidéo pour de la vidéo, c'était pas publicitaire, hein, c'était vraiment institutionnel, ou c'était de la vidéo interne, communication RH, etc. Donc, il fallait comprendre les gens. Donc, en fait, les interviews et toutes ces démarches-là, moi, je le faisais déjà. Et donc, après m'être formée, je me suis dit, en fait, je vais aller un cran plus loin et je veux vraiment aller sur la communication du changement parce que là, on avait tous les sujets du digital qui arrivaient dans les entreprises, les sujets du coup de développement durable qui arrivaient aussi. Donc là, il n'y avait plus qu'à en fait enchaîner les sujets et puis aller à la rencontre de toutes ces entreprises qui auraient besoin de ça. Et donc là, j'ai effectivement développé une offre. Donc j'ai créé pour le coup ma propre boîte qui s'appelait Add Value à ce moment-là et qui m'a permis en fait d'aller à la rencontre de différentes entreprises, PME, ETI, etc. sur de la communication du changement. Mais la communication du changement est partie très rapidement, ça a duré 2 mois. Parce qu'en fait, c'était vraiment de l'accompagnement au changement pur et dur. Donc, il n'y avait plus du tout de com. C'était vraiment très stratégique, en fait. Très centré sur l'entreprise, les collaborateurs et les clients. Donc, vous avez ce triptyque-là qui fonctionnait. Et un des projets qui était d'ailleurs top, que j'avais accompagné, c'était une petite PME, en fait, dans le sud de la France, qui fabriquait des chaussettes.
Voilà, des chaussettes, c'est génial. Et en fait, eux, ils devaient digitaliser tout leur process, en fait, toute leur usine. Ouais. Toute leur de production. Les personnes qui étaient là et qui faisaient ça, les collaborateurs, en fait, ils n'étaient pas formés au digital. C'était même presque, ils étaient presque illettrés. C'était dans un tout petit village, donc c'était quand même ils étaient assez loin du sujet. Donc il y a eu 1 an d'accompagnement de ces personnes-là. Ah, donc parfois, les personnes se sont formées pour y aller, d'autres ont été reclassées ou replacées dans d'autres entreprises. Et en tout cas, il y avait des enjeux d'employabilité, etc. Donc en fait, c'était assez incroyable d'ailleurs quand le dirigeant de l'entreprise m'a dit moi j'ai besoin de toi pour ça. Franchement, sur le coup, je me suis quand même dit mais tu vas pas y arriver, quoi. C'est quand même un sujet, c'est monstrueux comme truc. Et puis moi j'étais jeune et j'avais jamais fait ça. Donc je me suis dit le mec il parie sur moi et ok, il va falloir être bonne en fait là-dedans. Et en fait j'ai déroulé ça et je l'ai fait après aussi dans d'autres entreprises et c'était vraiment mais génial. Ok. Génial. Voilà. Évidemment, ça ne s'arrête pas là. Bah non. Il va falloir couper après, tu vois. Non, je couperai pas. Ça ne s'arrête pas là. Donc, après ça, j'avais bossé pour un petit cabinet, n'importe quoi, un grand cabinet, pardon, un grand cabinet quand même, conseil, mais indirectement en fait. Donc c'était un client qui lui avait ce cabinet conseil qui l'accompagnait sur un projet, et lui il m'a pris en prestataire pour être dans un des mêmes projets en fait. Et en fait je les ai rencontrés à ce moment-là, ce cabinet, et ça s'est bien passé, le fit est plutôt bien passé et tout. Et je sais pas si c'était vraiment cet élément-là, l'élément déclencheur, je l'ai jamais su, mais je pense quand même que ça a fait son petit bout de chemin. 6 mois plus tard, il y a quand même une personne de ce cabinet qui est donc venue me voir et qui m'a dit en fait, on est en train de créer une équipe innovation dans ce cabinet, qui est donc de Deloitte, je peux quand même le dire maintenant, c'est pas un petit, c'est un grand. Oui. Donc, et donc, ça serait vraiment top que tu viennes nous rejoindre. Et je me suis dit, mais alors moi, je suis quand même indépendante, j'ai ma liberté, je fais quand même... ne me demandez pas d'arriver toujours à la même heure et voilà. C'est ça. Non. C'est ça. Donc, un peu compliqué, pas tout à fait ma façon de fonctionner, etc. Donc, je sais pas si ça va le faire. Bon. J'ai rencontré du coup l'équipe en fait qui était là, les 2 personnes en tout cas qui étaient là à l'époque. Et en fait, pareil, le fit est super bien passé. Puis je me suis dit, allez, pourquoi pas. C'est quand même une équipe en construction, un projet en construction aussi dans un cabinet conseil, donc il y a un vrai challenge. Donc pourquoi pas aller relever ce challenge-là. Du coup, je me suis retrouvée finalement à lâcher l'entrepreneuriat et à intégrer Deloitte, donc en tant que salariée, et notamment le lab d'innovation de Deloitte, qui s'appelait donc la Greenhouse. Et moi, mon job, c'était en fait d'accompagner les grandes entreprises sur toutes les démarches d'innovation et de transformation. À ce moment-là, on parlait même beaucoup plus de transformation que d'innovation, parce que c'était comment, encore une fois, c'était cet accompagnement du changement, mais comment je transforme mon entreprise, parce qu'on a des enjeux de digitalisation, on a des enjeux de développement durable, on a des enjeux internationaux, on a des enjeux de collaborateurs qui ont plus trop envie de faire comme avant non plus, donc beaucoup de choses qui changeaient à ce moment-là. Donc comment on fait tout ça ? Et du coup, voilà, j'ai été chez Deloitte pendant 4 ans. Je ne me trompe pas, donc 4 bonnes années, à gérer ce lab d'innovation, un lab d'innovation qui a été dupliqué en fait dans le monde entier, donc il y en a 36 maintenant dans le monde, et moi j'ai accompagné la France et l'Afrique francophone sur en fait toutes ces démarches d'innovation. Puis après on arrive très vite en 2020, c'est le Covid. Oh. Un lab d'innovation en principe, comment ça marche, c'est les clients ils viennent avec leurs collaborateurs et parfois leurs clients. Donc, c'est dans un espace hyper créatif. Ils passent 1, 2 ou 3 journées avec nous à craquer leur sujet, en fait, et ils ressortent avec leur solution. Donc, c'est quand même très présentiel. Covid arrive. Comment dire plus trop de clients quoi. On n'a pas le droit de se voir, donc le lab il ferme, donc on est obligé nous en fait d'innover même dans nos méthodes, donc les ateliers en visio, à distance, etc. Est-ce qu'on fait un atelier de 3 jours en visio ?
Non, ça marche Non, pas. c'est horrible. Personne ne veut vivre ça. On est bien Plus d'accord. trauma, enfin, non. On est bien d'accord. Donc ouais, il a fallu s'ajuster, se réajuster, etc. Et le lab a quand même réouvert enfin, mi-Covid. Enfin bon, c'était un peu en dents de scie, quoi. Il ouvrait, il refermait, il ouvrait, il refermait. Mais du coup, il y a quand même l'expertise, en tout cas, d'accompagnement qui est restée et qui, du coup, a été portée par les équipes auprès des différents clients. Et puis après, j'ai rejoint un autre cabinet. Bon, ça, c'est la vie de l'entreprise. Voilà, Ouais. on part, on vient, voilà. Donc, j'ai rejoint un autre cabinet qui s'appelait Exton Consulting, qui s'appelait parce qu'il a été racheté ensuite par un gros cabinet qui est donc Accenture. Et donc, Exton Consulting était, lui, spécialisé dans les services financiers. Petite équipe, 120, 150 personnes qui avaient... Ouais. C'est déjà gros, 120 personnes. Mais, tu fais pas la bise à tout le monde le matin dans le bureau. Quoique. Ah non. Non, mais c'est pour ça que les gens ils partent à 19h, c'est juste qu'ils mettent trop de temps à dire 3 heures à faire la le matin. Bah ouais, c'est ça. C'est horrible. Ah ouais. Mais un super cabinet avec franchement des gens incroyables que j'ai rencontrés et une envie vraiment en fait aussi d'apporter ce côté innovation transformation. Et c'est vrai que j'ai pu poser le mot design depuis tout à l'heure, mais en fait, c'était ça, les démarches qu'on met en place, c'était des démarches design. Donc, comment, en fait, on les accompagne avec ces démarches-là. Et donc, il y avait vraiment cette volonté-là. En plus, pour des cabinets conseils, puisque c'était quand même des cabinets conseils, des établissements financiers, puisque c'était quand même leurs principaux clients. Donc, c'était juste extra. Donc, moi, ils m'ont appelé pour, en fait... accompagner, en tout cas, ils lançaient plusieurs practice en fait dans le cabinet, une practice innovation, une autre design et expérience. Et donc moi j'étais effectivement sur la practice design expérience pour pouvoir du coup accompagner différents établissements financiers dans l'innovation, voilà, sur l'expérience client, etc. Donc top. Il a été racheté par Accenture. Et puis, entre-temps, moi, je suis tombée enceinte. Voilà. Donc, congé maternité et tout ça. Et je suis rentrée à La Réunion. Et en arrivant à La Réunion, c'est là où, en fait, je me suis dit, bon, en fait... je vais me relancer dans l'entrepreneuriat parce que de toute façon, des cabinets conseils à La Réunion, en tout cas, comme ceux dans lesquels j'étais, il n'y en a pas. Bah non. Voilà, donc soit je me lance en entrepreneuriat, soit je deviens cuisinière, agricultrice, je sais pas. C'est pas une blague, c'était pour le coup, vraiment... vraie réflexion. Ouais, vraie réflexion. Premier degré. Premier degré, complètement. Et puis parce que j'adore la nature, j'adore la cuisine aussi. Donc, du coup, je me suis dit, agricultrice ou cuisinière. Et en fait, il y avait quand même un écosystème de l'innovation à La Réunion, donc je me suis dit, allez hop, je vais créer mes 2 boîtes, d'où Nomad by Design et du coup le Startup Studio For Impact. Ok, on est arrivé là comme ça. Ouais, mais t'en as fait des choses quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est que t'es passé par plein de sujets différents. T'as été à ton compte, puis resalarié, puis là, à ton compte, avec plein de formats différents, plein de choses différentes. Le tout avec un bébé dans les pattes, mine de rien, parce que créer sa boîte, déjà, quand tu as que toi à gérer, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais alors, quand tu as la responsabilité de la vie d'un autre être vivant, que en plus tu as créé toi-même, donc tu es obligé de te sentir responsable, j'imagine que c'est pas simple. Non, c'est pas simple du tout. Et c'est vrai que quand je me suis dit quand même, je me lance en entrepreneur, mais bon, j'étais déjà enceinte, clairement, voilà. Je me suis dit, bon, en même temps, c'est les hormones de la création, donc alors, on y va. Est-ce qu'on va y arriver? Ouais, on va y arriver. Pourquoi on n'y arrivera pas? Non, on va y arriver. Alors, je dis pas que ça va être simple. Ça, c'est clair, je le savais. De toute façon, j'étais déjà passée par là, donc je sais très bien que c'est pas simple l'entrepreneuriat. C'est pas là, je l'ai raconté de manière hyper fluide, mais alors évidemment que non, c'était pas rose tous les jours et j'étais pas coucou, ça marche, c'est génial. Non, c'est totalement faux. On est bien d'accord là-dessus. Et avoir la responsabilité effectivement d'un enfant et puis de sa vie familiale, c'est quand même un vrai challenge. Challenge. Et quant à ça, on couple aussi la santé et plein d'autres sujets, c'est aussi un challenge. Ouais, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que toi, au début, tu t'es dit, allez, je me relance un challenge à mon compte en étant enceinte, etc., plutôt que
de te dire, je reprends une formation ou j'aurai peut-être un travail plus stable avec des horaires fixes. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à faire ce choix-là? Alors, clairement, cette envie d'entreprendre, de toute façon, elle est clairement en moi. Voilà, elle est toujours là, elle a toujours été là. Même en étant dans les cabinets conseils, ça a toujours été là. En plus, comme j'étais dans l'innovation, ça c'est jamais parti. Parce qu'en fait, moi, les équipes innovation que j'ai pu avoir dans ces cabinets conseils, c'est comme si on était des petites startups dans des grandes boîtes, en fait. Donc cet esprit entrepreneurial, il a toujours été là, il a toujours été cultivé, en fait, au fil du temps. Et c'est vrai qu'en rentrant à La Réunion, je ne me voyais pas du tout, en fait, rester ou redevenir salariée. D'ailleurs, clairement, hein, j'ai quand même testé quand je suis rentrée à La Réunion, après mon congé maths et tout, donc j'ai effectivement quitté Accenture et tout. Et il y avait un petit cabinet conseil justement à La Réunion, et du coup, je me suis dit, je vais quand même y aller, je vais quand même tester. J'ai fait 3 mois. 3 mois, et je me suis dit, non, 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 c'est Non. plus pour moi. Mais voilà, il y avait le bénéfice du doute. Donc, au moins, on pourra pas dire que j'ai pas testé. Donc, je l'ai fait. Puis, je me suis dit, non, non, quand même, c'est pas possible. C'est pas possible. T'as autre chose à apporter. Et vraiment, quand je suis rentrée à La Réunion, en plus, c'était avec ce sentiment-là de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, de pouvoir aider mon territoire à se développer. Parce que moi, si je suis partie de La Réunion, c'était parce que j'avais l'impression que tout était fermé, enfin, j'avais pas envie de rester à La Réunion de toute façon, quoi. C'était, je m'en vais. Donc là, en revenant, en étant enceinte, c'était, comment je vais faire pour que ma fille, finalement, elle ait envie, en fait, de rester là. Et qu'elle se dise, il y a des opportunités, il y a des choses à faire. Et pour faire ça, le seul moyen, en tout cas pour moi, de mon prisme à moi, c'était d'être entrepreneur. Ouais, c'est beau de te dire que demain aussi, dans le monde dans lequel ta fille va grandir, si elle quitte La Réunion, c'est parce qu'elle a envie de Ouais. découvrir autre chose et pas parce qu'elle est obligée, contrainte et Exactement. forcée, quoi. Exactement. Ouais, c'est chouette. Et dans tout ça, là, c'était quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur, alors, je pense que c'était de pas réussir quand même. De pas Ouais. réussir parce que... alors, je sais même pas si c'était ça. Parce que... évidemment, c'est un peu challengeant tout ça. En fait, je l'ai dit, il y avait quand même le poids de la famille derrière qui dit non, mais attends, t'es toute seule à Paris, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu te lances. D'ailleurs, dans tout mon parcours entrepreneurial, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a soutenue, qui m'a dit c'est bon, tu vas y arriver, etc. Donc en fait, je crois que ma peur inconsciente, pour le coup, et c'est très bien, c'est bien de poser les mots là-dessus, c'est que ma famille dise, tu vois, on te l'avait dit que tu n'allais pas réussir. Ah oui, horrible. Ah oui. Voilà. Et je pense clairement que c'est ça. Ok. Aujourd'hui, voilà, on va pas me dire que j'ai pas réussi. Alors oui, évidemment, il y a eu des échecs et voilà, etc. Mais ça, ils le savent pas. Alors peut-être qu'ils le sauront maintenant. Après. On verra. Mais et après, tout dépend. Ça, c'est un truc que je vais redire à chaque épisode. On n'a pas tous les mêmes curseurs d'échecs et de réussite. Enfin, il y en a pour qui réussir, c'est avoir beaucoup d'actions. D'autres pour qui réussir, c'est être bien entouré. Il y en a pour qui réussir, c'est avoir un jardin. Enfin, on n'a pas tous le même curseur de réussite. Enfin, il y en a pour qui la réussite, c'est pouvoir faire des siestes le jeudi après-midi. Enfin, on n'a pas tous le même curseur, quoi. Et c'est ça qui est chouette. Et maintenant qu'on a parlé un peu de ça, qu'on t'a un petit peu cerné, maintenant, ça y est, on va rentrer dans le dur, on va aller un petit peu plus loin. Alors, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile? Le plus difficile dans l'entrepreneuriat, de faire du chiffre. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tu vois, mais si par contre, si tu as des exemples un peu concrets, donc pas forcément de situations instantanées ou même de choses qui ont pu durer un peu longtemps, où là, à un moment, tu t'es dit, waouh, je vais jamais m'en sortir, c'est un cauchemar. Est-ce que tu as eu des moments comme ça? J'ai eu des moments comme ça, mais c'était surtout lié à l'entourage que je n'avais pas. En fait. Le fait... Alors après, je suis fille unique, d'une famille monoparentale, donc on va dire que j'ai appris à être seule, quoi. Il n'y a pas de sujet là-dessus.
Mais quand même, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a besoin d'avoir quand même un bon entourage derrière, des gens qui nous motivent, qui nous soutiennent, etc. Alors oui, j'avais ma mère qui me soutenait, mais c'est tout. C'est tout. Donc c'est toujours le même, dans le même cercle. Donc c'était pas hyper simple. Et même mon ex de l'époque n'était pas d'un vrai soutien non plus, quoi. C'était ah oui, bah, Quelle surprise! quelle surprise! Oh, quelle surprise! Oui, c'est voilà. Donc je trouve que c'était quand même hyper dur de garder la tête haute dans les moments où en fait ça allait pas. Moi je sais qu'il y a certains moments où j'ai quand même dû prendre un taf à côté parce que je ramenais pas assez de thunes à la maison, très crête. Et on me le faisait comprendre, même si même si c'était pas dit, on me le faisait comprendre. Et ce taf-là, j'avais pas trouvé autre chose parce qu'il fallait quand même que je fasse mon job, en fait. Mon job, que je crée, que je lance ma boîte, que je fasse du commercial et tout. Donc, j'avais besoin de mes journées pour le faire. Et en fait, j'avais rien trouvé d'autre qu'un taf. Alors, je sais même plus comment ça s'appelle exactement l'intitulé du truc, mais c'était... En gros, je devais me lever à 2h du mat. Je commençais à 3h30 jusqu'à 7h du mat. Donc 3h30 jusqu'à 7h. Et on était les premiers à faire un peu des revues de presse pour en fait les envoyer aux différents clients, institutions, entreprises, etc. Qu'on pouvait avoir. Donc j'avais réussi à avoir un contrat comme ça qui me permettait en fait de payer effectivement les factures, de contribuer au ménage. Le reste de la journée, je bossais, quoi. Je bossais pour ma boîte. Et le soir, parce que c'était la période où j'avais repris en fait ma formation à l'IAE, j'allais en cours de 21h jusqu'à 22 ou 23h. Enfin, 19h jusqu'à 22h, pardon. Donc, on peut résumer ça par la difficulté, c'était le manque de sommeil. Le manque de sommeil, exactement. Oh la vache! Manque de sommeil, manque de soutien. Et puis, il faut réussir à se dépatouiller. Ouais, on a des factures à payer. Alors, ouais, j'avais pas d'enfant à ce moment-là, mais on a des factures à payer. On a une vie. J'habite à Paris. Ça coûte pas 300 € un loyer à Paris. Donc, faut réussir à s'en sortir quand même, malgré tout. Et garder la tête haute quand on va faire du commercial, essayer de vendre sa boîte, son produit, ne pas se démoraliser. Et voilà. Acheter un bon anti-cerne. Voilà. Et avoir de l'argent pour acheter cet anti-cerne. Ah ouais. C'était un peu le cercle vicieux, quoi. Ah ouais, méga vicieux même. Ouais. Ok. Et pour moi, c'était un peu... alors ça, c'est hyper dur dans la partie entrepreneuriale, mais en fait, ça faisait... Après, c'était dur et en même temps... C'était presque normal, parce que quand j'étais étudiante, j'étais aussi à Paris, donc j'avais mon propre appart, et j'étais en école de commerce, mais j'avais pas de bourse étudiante, j'avais rien du tout. Donc j'étais obligée de bosser. Donc en fait, les petits boulots, j'ai eu l'habitude des petits boulots, même en étant étudiante, donc limite, je le prenais de la même manière. Sauf que là, c'était quand même différent. T'es quand même en train de créer une boîte, t'es quand même en train de créer quelque chose de pérenne, enfin t'as envie que ce soit pérenne, donc là c'était quand même plus compliqué, quoi. Ouais. Oui, et puis tu l'aurais choisi, on va dire peut-être différemment, si c'était pas aussi par un manque de soutien et pour la contribution au ménage. Tout à fait. Ouais, tu l'aurais pas. Surtout qu'il gagnait très bien sa vie à ce moment-là et que bon, une petite pause de 6 mois, le temps de me laisser me développer, ça aurait pas fait de mal. Ouais. Mais bon. Non, mais le soutien des proches, c'est important. Ça, pareil, j'ai l'impression que ça revient dans chaque épisode en fait, l'entourage est hyper important, qu'il soit familial, amical, amoureux. Les gens se rendent pas compte à quel point, quand toi, tu lances quelque chose, si on croit pas en toi, qu'on ne te soutient pas, et en fait, même soutenir quelqu'un qui est dans ce genre de démarche, ça peut être juste lui dire viens, je te ramène des lasagnes, je t'ai fait à manger, ou peu importe. Hein. Clairement. Mais juste nous offrir des bulles d'air de temps en temps, c'est hyper important. Ouais. Et par contre, à contrario, comme là, tu le décris un peu, on est complètement l'inverse de la bulle d'air, quoi. À l'inverse total. Il n'y a aucune bulle d'air. Aucune. Ouais, et t'as dû faire ça combien de temps? On est sous pression. Ce rythme-là j'ai quand même bossé un an, ce rythme-là. Ah ouais. 1 an. Après, j'avais arrêté effectivement de bosser le matin parce que du coup, effectivement, ça s'est quand même plutôt bien développé. Mais les cours du soir, par contre, continuaient. Après, ça, c'était mon choix. J'avais choisi de le faire, donc pas de souci là-dessus. Mais effectivement, ce boulot-là, oui, je l'ai gardé 1 an quand même. Ah ouais. Et du coup, ce mec-là, t'as mis combien de temps à le quitter? Je suis restée quand même longtemps finalement avec lui. Ah, merde.
Parce que du coup, c'était marrant parce que en fait, il était quand même dans cette posture-là de bah ouais, je t'aide pas, vas-y, tu vas me montrer. Et après, quand il y avait la réussite, c'était non mais regarde, t'as vu, elle a fait ça quand même, il y a du courage. Enfin, c'était vraiment, c'était hyper marrant comme situation Ouais. avec le recul. Oui, avec beaucoup Parce que- de recul, parce que sur le pas coup- grâce à toi, Sur le frérot. coup, non. Oh la vache. Mais j'ai mis combien de temps à le quitter? Ben, j'ai quand même mis 5 ans, 5-6 ans. Ah ouais, c'est long. Quand même, C'est très long. Allez, je vais enchaîner du coup sur Ouais, la prochaine enchaîne. question. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de commencer, que ce soit autant ton aventure d'aujourd'hui que celle d'avant? Qu'est-ce que ouais, tu aurais voulu peut-être faire différemment avec du recul ou qu'est-ce que tu aurais aimé savoir? Alors, il y a plusieurs choses pour moi. Parce qu'en fait, les moments entrepreneuriaux que j'ai pu avoir, il y avait différentes problématiques et différentes situations. Alors, clairement, le fait d'être entouré, mais ça, je pense que c'est primordial et il faut être entouré. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment trop compliqué, trop dur. Enfin, psychologiquement, en fait, et physiquement, d'être seul. Donc ça, Ouais. c'est clair. Après, il y a d'autres petits trucs, des petites erreurs. Et même là, hein, j'ai aussi commis encore quelques erreurs. Hein, faut pas croire que Mais justement, on en je fait n'en fais toujours. plus, j'en fais toujours. Mais par exemple, recruter quelqu'un alors que tu viens de lancer ta boîte, bah non, fausse bonne idée, quoi. Même si... Même si c'est un alternant, fausse bonne idée. Ah ouais, l'idée nulle. Ah non, mais une idée Nulle. complètement à côté de la plaque, quoi. Toi, t'as envie d'aider, t'es là, tu dis, bah ouais, mais c'est bien, c'est un alternant, je vais le faire grandir et tout. Ouais, mais sauf que t'es dans une petite boîte, donc t'as besoin d'un rythme quand même hyper soutenu et de gens hyper experts quand même. Donc ouais, fausse bonne idée, on oublie. Ouais, et que bah, un alternant, au final, mine de rien, ça coûte aussi de l'argent. Ouais, Parce qu'il faut quand même les payer. oui. Ça te coûte aussi du temps parce que bah, ça reste un Il faut les alternant, donc former. il faut le former. Et même si tu kiffes les former, Même si tu kiffes le former, tout le temps que tu passes à le former, c'est du temps que tu passes pas à te développer pour pouvoir le payer. complètement. Donc du coup, on est sur un serpent qui se mord la queue. On est bien d'accord. Et oh là là, l'enfer, ok. Voilà, et clairement, le temps d'un entrepreneur, bon alors ça c'est aussi quelque chose que j'aurais bien aimé savoir avant, mais le temps d'un entrepreneur est précieux. Oh. C'est vraiment, mais c'est ton temps, c'est de l'argent quoi. Et donc faire du pro bono 80% de ton temps, c'est no way en fait. C'est non, c'est Tu un peux no-go. pas. C'est un no-go, on est bien d'accord. Je pense que, alors oui, tu peux faire du pro bono, évidemment, ça contribue à ta visibilité, etc. Mais il faut savoir cadrer, il faut savoir aussi Ouais. te dire, OK, là, il y a un temps pour ça, mais il y a aussi un temps pour vraiment développer ta boîte très concrètement. Et ça aussi, c'est un truc que j'aurais bien aimé savoir avant. Alors bon, évidemment, tu l'expérimentes aussi avec le temps. Mais souvent, on a envie de donner quand on... Alors, je pense que je suis une personne assez entière et je pense que j'aime beaucoup donner. Et ouais, il m'en a fallu du temps pour comprendre qu'il fallait moins donner à certains moments. Ouais, mais ça, pour le coup, je l'ai eu aussi. Et je pense qu'on a tous fait un peu du pro bono à un moment pour de l'associatif, pour tester des méthodes de travail, etc. Trop bien. Mais je sais pas si toi, tu as eu ça. Moi, ça a commencé à me poser problème à partir du moment où c'était pas moi qui le proposais et où on me le demandait. Ouais. Quand on me demandait de bosser gratos, et surtout quand c'était des gens qui généraient de l'argent, qui me demandaient de bosser pour gratos ou presque rien, là, j'ai commencé à faire ouais, non. Non. Et le pire, c'est que quand tu dis non, tu te fais pourrir, quoi. Ouais. Genre, je croyais que t'avais des valeurs. Oui, j'aime aussi manger. Voilà. À mes heures perdues, je mange, tu vois. Et c'est compliqué, en fait, de passer de ce stade où tu apprends et où, du coup, bon, tu fais du gratuit pas cher, à ce stade où, ça y est, tu comprends que tu as de la valeur et que ta valeur et ton temps, bah, c'est de la monnaie, quoi. Ouais. Complètement. Et là, on revient sur, pour moi, le syndrome de l'imposteur et Ouais. aussi notre valeur à nous, individus, dans nos projets et dans ce qu'on déploie. Et ça, c'est hyper important, en fait. Il ne faut pas le mettre de côté, faut pas dire qu'on n'a pas de valeur, etc. etc. Et ouais, je pense... Et pour le coup, ça, parce qu'à force de donner, aussi, les gens sont habitués. Oui.
Mais d'où dès que tu dis non, tu te fais pourrir, quoi. Voilà, mais du coup, c'est compliqué parce que parfois, alors je pense que, bon, à La Réunion, c'est un petit territoire en plus, donc je pense que ça peut être encore plus compliqué. Je l'ai pas vraiment encore bien expérimenté sur La Réunion, mais tant mieux. Mais je sais que quand j'étais à Paris, effectivement, il y avait parfois ça m'arrivait. Donc dans le cercle, en tout cas, cette petit écosystème, ce grand écosystème. Bon, bah oui, on nous fait la gueule et on nous pourrit un petit peu pendant un moment, mais c'est diffus, quoi. Je veux dire, Ouais, ça se décompte. ça se dissout, et puis voilà. Alors qu'à La Réunion, je pense que ça peut être pour le coup différent, et pour l'instant, je l'ai pas expérimenté. J'espère que je l'expérimenterai pas. Bah ouais, hein, mais ok. Et est-ce qu'il y a eu d'autres choses que tu aurais voulu faire différemment ou là on a un peu fait le tour? Ah, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vécu comme un échec sur le moment qui t'a particulièrement marqué et qu'est-ce que tu en as retiré? Ouais, un échec. Alors, c'est le fameux temps commercial. Alors peut-être que Ouais. c'est un peu en lien avec aussi ta question d'avant, mais je sais que ma toute première boîte, je me suis acheté un fichier de noms là, d'entreprise et de clients. Donc, je sais plus comment ça coûtait. Ça devait coûter 500 balles ou un truc comme ça, je crois, à Ouais, quand l'époque. même. Ouais. Et bon, bah, rigolez pas, mais c'était mon époque. Hein, on faisait du publipostage à cette Bah oui. époque-là. C'était pas si loin, mais comme quoi, hein, on faisait du publipostage. Donc, j'avais envoyé 500 courriers, 500 plaquettes, j'avais fait des impressions, j'avais tout calé, mais c'était parfait. Mais franchement, le produit était nickel, chrome, mais vraiment parfait, parfait, parfait. 500 courriers et plaquettes envoyés, 500 appels derrière, voire plus, hein, parce que renouvelé et tout. De retour. Waouh! Oh la violence! Ah ouais, violence, mais violence de chez violence. Ah, quoi. le taux de conversion, nul. Nul, mais nul. Et ça, ça on nous l'apprend pas. Typiquement, on nous l'apprend pas et Non. ne nous le dit pas. Et j'aurais bien aimé le savoir avant, quoi. De pas acheter un fichier, de pas Ouais. se faire chier à avoir un produit parfait. Alors ça, mais clairement, hein. Le produit parfait, t'as mis 2 mois à le faire chez toi, etc. Et puis ta plaquette et machin, était trop fière et tu l'as pas testé et tout machin. Clairement, mais non, on ne fait pas ça. On ne fait jamais ça, quoi. Et pour moi, ça, c'était quand même un échec parce que ouais. encore une fois, c'était ma première boîte. J'étais hyper jeune, je sortais d'un burn-out. C'était, bah voilà, je me lançais en auto-entrepreneur, j'avais pas d'argent. Donc, et moi, franchement, c'était du temps et de l'argent gaspillé, quoi, pour avoir deux retours. Pour en plus me dire, on vous rappelle plus tard. Oh non, Bon, oh non, nul. Deux retours, quoi. Bon, un retour qui s'est transformé, mais deux, voilà. Ah ouais. Donc ça, clairement, c'est les trucs... Donc je pense que c'est à la fois un truc qu'il faut pas faire, et puis aussi un échec. Et ça, pour le coup, je l'ai bien appris. Et puis surtout quand après, en faisant, quoi, hein, j'ai appris. Et puis dans cette démarche, cette approche de design et tout, on expérimente. J'ai bien compris que le produit fini, le produit parfait n'existait pas. Et qu'il fallait mieux y aller au fur et à mesure, tester, ajuster, que en fait avoir un truc très clean, très propre, rester dans son cadre, dans son périmètre, et puis en fait ne pas réussir à le vendre, quoi, parce qu'il y avait personne derrière. Et comment tu digères un truc comme ça? Qu'est-ce qui fait tu vois que allez, t'as claqué le peu de thunes qui te restait pour trouver des clients, ça marche pas. Comment tu fais pour pas t'effondrer et digérer ça et continuer d'avancer? Tu t'effondres. Ah, tu t'effondres, on Bien est d'accord. sûr, Oui, quand même. bien sûr que tu t'effondres. Moi, je me suis effondrée, clairement. J'ai regardé les offres d'emploi. Je me suis dit, je vais retourner salarié. Je vais arrêter de faire n'importe quoi. Je vais écouter ce que tout le monde me dit. Et ça ira mieux. Et puis, quand on se confronte aux RH qui te disent... Ah, mais vous n'êtes pas un profil hyper stable quand même. Hein, c'est un peu... maintenant, on les appelle les slashers et c'est super, c'est génial. On est complètement différents aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, c'était, ben non, pourquoi tu as choisi ça? Mais pourquoi tu es sorti? Mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Bah, en fait, parce que j'ai envie de tester autre chose, quoi. Bah oui, mais du coup, comment on sait que tu vas rester dans notre entreprise? Bah, on sait pas. Mais en même temps, de rester, au pire, et en même temps, je postule pour un CDD de 3 mois. Qu'est-ce que tu m'embêtes, en fait, à me poser ça, tu vois? Donc, il y avait, mais il y avait tout ça. Et donc, ouais, je me suis effondrée. J'ai passé des entretiens, j'ai envoyé... Et ça, pareil, on en parle, hein, envoyer des candidatures et tout, et les retours... bon, c'est pareil, hein, c'est le même combat, hein, le fichier de 500 et les candidatures de 500, c'est le même combat.
Et puis après, il y a toujours quelqu'un qu'on va croiser sur notre route à un certain moment qui va réussir à nous sortir de ce truc. Alors, je sais pas si c'est un hasard ou c'est parce que on s'est réaligné, entre guillemets, sur quelque chose. J'en sais trop rien. Mais en tout cas, il y a un certain moment où il y a quelque chose qui arrive. Et là, on se dit, OK, bon, ben, du coup, je vais continuer. Et effectivement, moi, il y a quelque chose qui est arrivé à ce moment-là. C'est sûrement pas un emploi, mais par contre, c'était effectivement une prestation. Un gars qui avait besoin de quelqu'un, c'était une agence de prod, justement. Et du coup, je me suis dit, bon, ben ok, en fait, non, ça veut dire que c'est bon, je suis sur la bonne voie. Donc, on y va. Ok, Mais oui, on s'effondre. ok. Et ça aussi, faut l'accepter, de dire, bah ouais, des fois on s'effondre, Ouais. mais cool, on finit par se relever. Ouais. On sait pas quand, on sait pas comment. Entre-temps, on fait des crises d'angoisse. Entre-temps, on dort pas. Complètement. Entre-temps, même on a de l'eczéma. Ouais. Ah, mais mais clairement. ça finit par se terminer, quoi. Et bah du coup, justement, donc là, tu t'es effondré, tu t'es relevé, mais à quel moment il y a eu des temps où tu t'es dit, ok, ça, là, faut que j'arrête. À ce moment-là, ça c'est sûr, hein, clairement. En fait, très honnêtement, hein, je me suis dit très souvent, en tout cas dans la première partie de vie entrepreneuriale, très souvent, j'ai été en dents de scie, en fait. Et je me suis dit, non, c'est plus possible, là. Stop. Et puis, non, mais reviens. Quand il y a eu cet épisode où il a fallu, effectivement, j'étais en formation le soir et que j'ai bossé le matin et tout, je me suis dit, mais Sandrine, tu vas t'arrêter, en fait, c'est plus possible. Tu peux pas te lever le matin, aller prendre le bus de nuit pour aller bosser et puis enchaîner. Mais c'était glauque, mais d'un glauque, mais incroyable, quoi. Et plein de fois, je me suis dit, tu t'arrêtes, tu t'arrêtes, tu t'arrêtes. Mais au fond de moi, il y avait toujours cette petite lumière, là, ce petit truc qui disait, ben non, mais t'es quand même faite pour ça. Donc peut-être que c'est juste pas le bon moment et que les gens, ils comprennent pas encore. Ou peut-être que toi aussi, t'as pas encore compris, en fait, ce pourquoi tu es faite. Mais ça va venir, quoi. Et en fait, alors je me suis pas acharnée. En revanche, je pense que j'ai une bonne capacité de résilience. Déjà, à cet âge-là, en tout cas, je l'avais. Et en fait, on tient, et on se dit non, 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 attends, j'ai pas lâché. Puis surtout, encore une fois, ça revient, je pense que c'était vraiment une peur, hein, maintenant que je le dis et que je vois. Mais ce côté d'avoir toute la famille qui vient de dire, mais en fait, tu vois, on t'avait dit que t'allais pas réussir. Mais en fait, je crois que limite, c'est une peur, mais c'est un booster. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été un booster mais de dingue, en fait, aujourd'hui. Donc maintenant qu'on a fait un petit peu le tour des galères et des moments difficiles et douloureux, on va aussi parler des trucs sympas. Ah! C'est sympa, les trucs sympas. Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer dans tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui ou dans ce que tu fais aujourd'hui? C'est l'expérience que je fais vivre, en fait, aux clients, à leurs clients, aux collaborateurs. Parce qu'en fait, dans mes offres de service, bon, ça se traduit souvent par des temps en collectif, en collaboratif, etc. Et des temps où en fait, on va se plonger vraiment en fait, sur des problèmes. Hein. Voilà, clairement, on va se plonger sur des problèmes, mais en même temps, on va aller sur des solutions aussi assez rapidement. Et dans les problèmes, c'est jamais très agréable. On est bien d'accord. Ouais. Voilà, on se dit on a des problèmes dans notre équipe ou des problèmes dans l'entreprise ou bien on n'arrive pas à vendre tel truc, etc., etc. Donc de comprendre le pourquoi du comment, c'est pas hyper agréable. Mais quand on a compris ça et qu'ensuite on arrive à trouver des solutions pour répondre à ces problèmes, on est hyper content, on est ravis en général. Et moi, c'est vraiment ce qui me fait kiffer, c'est ça, c'est ce passage, c'est cette expérience en fait on est dans le moins, on est dans le flou, dans le brouillard, et puis ensuite on arrive sur c'est de la lumière, quoi, c'est de la lumière, et puis on le fait ensemble. Et en général, ils sont quand même hyper ravis de ça. Et moi, j'adore ça parce qu'on voit les yeux qui brillent, parfois les yeux qui pleurent aussi. Donc c'est génial de voir les choses prises en main par en fait les collectifs que je peux accompagner. Ouais, en fait, il y a ce truc où même des fois, tu peux être face du coup à des gens qui sont bloqués
et de te dire ouais, j'ai réussi à les aider à défaire le nœud, ils repartent et ils sont contents et c'est trop chouette. Mais clairement, et ça c'est fou. Et parfois il y a aussi des sujets d'équipe où en fait c'est une personne qui n'arrive pas à s'intégrer dans une équipe et qui est très très en retrait effectivement. Et au fil en fait de l'atelier, de la journée, enfin de l'accompagnement, elle arrive à s'intégrer, elle arrive à s'ouvrir, elle arrive à parler. Mais là, moi je suis hyper contente de ça parce que je me dis mais on a réussi à sauver une personne, sauver entre guillemets, une personne et une équipe, parce que du coup, toutes les compétences finalement de cette personne-là qui n'ont peut-être pas été vues avant vont maintenant du coup exploser au grand jour. Et ça, c'est incroyable. Oui, et puis c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui se sent pas bien dans une équipe, ça peut tirer toute l'équipe vers le bas aussi, quelle que soit l'entreprise de laquelle on parle, quoi. Clairement, clairement. Bon, là, on a un petit aléa en termes de son, puisqu'à proximité du studio, on a des voisins qui visiblement ont un truc à fêter. Normalement, on devrait continuer à nous entendre, mais s'il y a un petit bruit de fond, sachez-le, c'est des gens qui font la fête. Ça tombe bien, parce qu'on parle quand même des trucs sympas. Et donc, est-ce que tu pourrais me raconter un moment ou un projet dont tu es particulièrement fière ? Ouais. Alors, projet dont je suis particulièrement fière, c'est Run for Impact, donc, qui est un dispositif en fait, d'accompagnement de porteurs de projets à impact que j'ai lancé l'année dernière à La Réunion. Et j'en suis plutôt fière parce que c'est un projet qui a émergé pendant une phase assez compliquée de ma vie où du coup j'étais en soins, en tout cas en traitement pour des problèmes de santé. Et donc il a fallu composer très clairement avec l'agenda médical puisque c'est pas moi qui choisissais les rendez-vous, on me les imposait, c'était des rendez-vous quand même très régulier toutes les semaines et puis avec évidemment pas mal d'effets secondaires derrière, donc il fallait quand même gérer tout ça. Donc ce projet qui devait émerger en milieu d'année 2024 a finalement abouti fin 2024, début 2025. Toujours dans cette atmosphère-là en fait de traitement. Mais quand je vois en fait aujourd'hui avec le recul l'impact que ça a eu, ce que j'ai pu faire même, parce que effectivement je retrace quand même assez souvent ce qui a été fait. Donc c'était quand même j'avais pris un van pour faire le tour de l'île, pour sensibiliser les gens à l'entrepreneuriat et notamment à l'entrepreneuriat à impact. Après, il y avait l'appel à projet, il y avait des temps de sprint, il y avait 5 jours vraiment en huis clos, avec vraiment les porteurs de projets qui avaient été sélectionnés, etc. Et ben, je me dis que c'est quand même plutôt pas mal quoi, d'avoir réussi à lancer ça. Et en plus, quand même, quasiment seule, même si, attention, faut pas se leurrer, je me suis appuyée sur énormément de monde. J'ai réussi à fédérer énormément d'acteurs du territoire et j'en suis plutôt fière et plutôt contente de ce projet. Ouais. Bah ouais, parce que en fait, tu as réussi à créer un truc de dingue qui n'existait pas. Non. Alors même s'il y avait une super équipe derrière toi, c'était quand même toi qui portais les trucs. Alors que tu étais en mauvaise santé, tu as quand même un bébé à gérer, une vie de famille. Ouais. Bon, faire du sport, manger bio, tant pis. Quoi qu'il fallait essayer quand même, parce qu'avec parce que, la bon, santé à côté, t'as pas trop le choix. Mais ouais, franchement, balèze. Ouais, balèze. Et du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans des projets un peu similaires aux tiens ? Par où il faudrait commencer, selon toi ? Par où il faudrait commencer ? Par déjà avoir des convictions, en tout cas, savoir pourquoi on le fait. Oui. Je pense que ça, c'est quand même le truc qui permet vraiment de... Enfin, je sais pas si c'est vraiment de réussir, mais en tout cas d'être aligné et de se dire moi, je vais lancer quelque chose parce que je sais pourquoi je le fais. Et quand on a ça et qu'on sait ça, mais en fait, on ne risque rien, en fait. J'ai presque envie de dire qu'on ne risque rien, parce qu'en fait, on a nos convictions, on sait pourquoi on le fait, on sait où on va, peu importe le chemin qu'on va prendre, en fait, on va y arriver. Oui, parce qu'en fait, à partir du moment où tu fais les choses pour de bonnes raisons, c'est pas qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais il y a ce truc de... même si ça se passe mal, je crois que tu arrives plus facilement à te dire au moins, j'ai tout donné pour le faire. Au moins, j'ai tout essayé, j'ai été au bout de ma conviction.
Alors que peut-être quelqu'un qui va le faire pour les mauvaises raisons, il va se dire juste « Ah, j'ai perdu de l'oseille, Exactement. j'ai perdu du temps Et j'abandonne. et Et j'abandonne. j'abandonne. » Euh, Le fait de savoir pourquoi on le fait, il permet clairement de garder la tête haute, j'ai envie de dire, hein, mais de rester aussi résilient dans les moments de doute, etc. Enfin, c'est un peu la petite lumière, encore une fois, au bout du tunnel, là, qui nous tient, en fait, hein, clairement, et qui nous dit, bah, non, tu fais ça pour ça, donc en fait, vas-y, pourquoi tu te poses encore des questions? Alors, attention, c'est tout à fait normal de se poser des questions, et Bien on s'en sûr. pose tout le temps. Et elles sont nécessaires. Mais bien sûr, elles sont nécessaires parce que la remise en question, elle est importante, parce que le projet, on va le faire d'une manière aujourd'hui, demain, il sera complètement différent, parce qu'il y aura X choses, X événements qui se sont passés, et donc ça, c'est de l'expérimentation. Mais en fait, on est tout le temps dans cette expérimentation, et dans le monde dans lequel on est, c'est encore plus vrai, puisqu'il y a tout qui bouge dans tous les sens, il n'y a rien de cohérent, tout est flou. C'est un moment, si on n'a pas cette lumière-là, nous aussi, on peut aussi être dans le flou, dans l'incohérence, etc. Donc je pense que c'est important de savoir pourquoi on le fait, et de se poser des questions, de se remettre en question, parce que on peut avoir raison aujourd'hui et demain, non. Ouais. Enfin, Ouais, en tout cas, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Et après, je pense qu'il y a un autre truc, c'est... pour moi, le monde, il est quand même très instable. Hein. Je pense que tout le monde le vit, tout le monde le sent. Et... Ah bon? Un peu, hein, quand même, dans nos vies personnelles, professionnelles, dans nos vies sociales, enfin vraiment tout autour de nous. Mais à un moment, il y a une vague qui passe. Je pense que c'est à nous de choisir si en fait on prend la vague comme ça, en pleine face, ou en fait si on suit la vague et qu'on surfe sur la vague. Ouais. Et ça, c'est aussi un vrai choix à faire. Ouais, ouais, clairement. Clairement. Et puis, on fait aussi des choix avec les armes qu'on a. Oui. On fait des choix comme on peut. Et c'est vrai que y a aussi des fois la vague, tu te la prends en pleine face, mais c'est pas grave, il y en a d'autres qui arrivent derrière. Ouais. Qui sont parfois plus grosses. Qui sont parfois plus grosses, petites. mais ouais. Mais on aura essayé en tout cas. Ouais, c'est ça, et d'accepter qu'on fait aussi ce qu'on peut comme on peut, quoi. Exactement. Ouais, carrément. Et est-ce que là, aujourd'hui, avec tout ce que tu as pu vivre comme expérience, est-ce qu'aujourd'hui, tu as des méthodes ou des habitudes qui t'aident au quotidien, toi, qui font que tu pètes pas complètement les plombs? Ouais, bon, je fais de la méditation tous les matins. Non. Mais quel Alors, mytho! Ah c'est faux. Quel mytho! C'est faux. Change d'émission, c'est non. Mais grave. Alors, je dis ça, je rigole, mais quand même, il y a 6 ans de ça, j'arrivais à méditer plus d'1 heure d'affilée. Ah, waouh! Puis après, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. Alors si, je sais ce qui s'est passé dans ma vie, mais du coup, plus possible. Mais t'as eu un enfant, de quoi. me concentrer. Ah ouais. Tu peux même pas aller aux toilettes, donc Oui, c'est méditer, clair. c'est mort. Impossible de méditer. Et donc, du coup, là, qu'est-ce que t'as, vu que c'est pas la méditation? Alors, moi, j'ai un rythme de vie qui est quand même, on va dire, même si, oui, famille, enfant, etc., il est quand même poussif. Hein, le rythme de vie, encore une fois, faut pas se voiler la face. Et puis, c'est pas parce qu'on est à La Réunion que... Ça aussi, c'est un leurre. Hein, genre, j'entre à La Réunion, ouais, c'est bon, je vais être plus tranquille, etc., etc. Non, c'est faux. Après, on a un cadre de vie qui est complètement différent et qui permet d'accepter beaucoup mieux ce rythme de vie. Typiquement, quand on est dans les bouchons pendant 1 heure, on n'est pas au milieu de nulle part, on voit l'océan. Exactement. Voilà, on a des bouchons avec vue. Exactement. Mais on a les mêmes bouchons que tout le monde. Hein. Et en plus, on peut optimiser notre bouchon parce qu'on a vue sur l'océan et on peut se faire des rendez-vous téléphoniques dans la voiture. De dingue. Donc ça, c'est quand même pas mal. Non, mais alors moi, clairement, pour pas péter un câble, moi, je fais pas mal de sport, en vrai. Ouais. Et notamment de Zumba. Allez. Alors, attends, ça existe encore, c'est la Zumba? Ouais, ça existe encore, la Zumba. Et ça me fait tellement lâcher tout que c'est indispensable.
quand je loupe une semaine, là je vois en juin, j'ai été 2 semaines à Paris, donc 2 semaines sans faire de Zumba. Bon, après, c'était pour des raisons un peu différentes. Et, enfin, je veux dire, j'y étais, mais c'était sur Salon, c'était sur Vivatech. Donc, l'énergie, elle est hyper haute et tout. Donc, on va dire que c'était pas non plus trop compliqué. Mais quand même, quand je suis rentrée à La Réunion, j'étais hyper contente de refaire mes 3 séances par semaine. Ah ouais, 3 séances par semaine? Ouais, 3 séances par semaine. Waouh! Mardi, Ouais, jeudi, ok. samedi matin. Ouais. Ah ouais, donc toi, ouais, c'est le sport, bouger. Ouais, le sport, bouger et tout ça. Et après, un autre truc qui me fait pas péter un câble, c'est que le lundi matin, en général, je prends quand même un peu de temps pour ranger mon bureau. Quand je parle de ranger mon bureau, c'est mon ordi, mon bureau, etc. Parce que moi, dans le bordel, eh ben, je pète un câble. Ouais, je comprends. C'est, Oh, comme je comprends. Donc, j'ai besoin que ce soit clairement rangé, ordonné, et de commencer ma semaine comme ça. Parce qu'on est sûr que si je commence ma semaine en ayant 20 fichiers sur mon bureau, et même sur mon bureau physique, en ayant 3 tasses, machin, bon, ça arrive jamais. Mais voilà. Mais c'est le flou toute la semaine, et je ne fais rien du tout. Ouais. Rien. Ah ouais, ouais, je comprends. Alors, pour finir, on va se projeter un petit peu dans l'avenir. Ouais. Et maintenant, on va se demander, mais Sandrine, quels sont tes plans? Alors, est-ce que demain, tu as des projets, des envies particulières et est-ce qu'il y a aussi des choses que tu aimerais vraiment mettre derrière toi où tu te dis, ouais, j'ai fait le tour? On va recommencer le cycle. Non, c'est bon, j'ai fini ces cycles. Arrête. J'ai fini, on arrête. Mes projets, alors clairement, c'est évidemment, j'ai lancé 2 boîtes, donc c'est quand même pour qu'elles soient pérennes. Toujours dans cette envie de valoriser les territoires et de valoriser aussi les entrepreneurs, donc de nos territoires. Et pourquoi je dis nos territoires? Parce qu'effectivement, les projets, c'est quand même d'aller dans le monde. Ah ouais. Et donc de ne pas se cantonner qu'à La Réunion. Ouais. Parce qu'il y a effectivement l'océan Indien, il y a l'Afrique, il y a l'Australie, il y a plein d'autres endroits ou de territoires un peu comme les nôtres, en tout cas isolés géographiquement, etc. Et donc, ouais, j'ai quand même pour ambition et ben, en fait, d'aller voir le monde. Ah, ça c'est chouette. Du coup, de faire en sorte que tout ce que tu as créé passe un peu les frontières aussi de notre territoire, quoi. Trop bien. Exactement. Et est-ce que tu as une dernière anecdote ou un petit tips bonus à nous partager avant de conclure? Alors, je sais pas si c'est une vraie anecdote, mais en tout cas, c'est un truc qui m'a remis sur le droit chemin. En 2019, il m'arrive plein de trucs, moi, tu vois. Mais j'ai fait un accident de parapente en 2019. Mais si. Un nul. Ouais, la nul. loose. Nul au décollage. Donc c'était la méga loose. C'était la méga loose, ouais. Mais ça m'a valu multiples fractures de la jambe droite. Donc j'ai été alitée pendant 3 mois. 3 mois, même un peu plus, puisque c'était le 19 septembre. Donc du 19 septembre jusqu'à début janvier 2019. Donc en gros, moi j'étais confinée pendant 4 mois, 2 mois avant que tout le monde soit confiné pour le Covid. Mais en fait, t'as été un peu hype, quoi. Ouais, grave. J'étais en avance déjà sur vous. Donc c'est ma petite anecdote sympa. Méga nul. Ok, et ça marche. Ben, merci Sandrine. Mais avec plaisir. Excellent. Merci pour cette anecdote nulle. Nul. C'est l'anecdote de la loose, quoi. Mais de la loose, et en même temps, je dis ça m'a remis dans le droit chemin parce que à ce moment-là, il se passait plein de choses dans ma vie perso, pro, etc. Et à mon retour, en fait, comme quoi la jambe, hein, c'est le fait d'avancer aussi. Hein, donc à mon retour, quand j'arrivais à remarcher en tout cas avec des béquilles et tout, et ben j'ai tout coupé. Donc tout ce qui se passait dans ma vie. Alors pas tes jambes. Alors pas mes jambes, mais je veux dire les gens, pas les jambes, mais les gens qui n'allaient pas bien dans ma vie. En gros, voilà. Les situations que je ne voulais plus et qui n'allaient pas, et ben hop, voilà. J'ai en gros fait un reset, mais total. Ah waouh. Ok. Merci Sandrine. Et où est-ce qu'on peut te contacter, voir ton travail? Et ben sur mon site internet, donc nomadbydesign.fr, sur aussi, alors ça c'est pour la partie effectivement entreprise institution, sur le startup studio, c'est fortimpact.studio.
Et sinon, je suis sur LinkedIn et sur Insta avec Run for Impact. Ok, je Voilà. mettrai tous les liens dans la description. Merci Sandrine. Merci Océane. Et voilà, c'était Sandrine Fin sur Oh ça va hein. Merci d'avoir pris le temps de venir discuter avec moi dans tes journées ultra chargées pour partager tout ça, de nous avoir montré que des fois, même si on n'a pas toujours le bon diplôme, bon, on peut s'en sortir à peu presque, même si on doit faire des journées de 72 heures, qu'on peut avoir des ambitions, tomber, se relever, se sentir détruit, mais quand même avancer, qu'on peut s'en sortir même avec des soucis de santé, qu'on peut s'en sortir avec un petit bébé, et qu'on peut créer des trucs de dingue et continuer d'avoir des ambitions de dingue. Franchement, bravo et merci pour ça. Merci pour l'invitation, Océane. C'était un plaisir de raconter tout ça à ton micro. Arrête, je vais rougir. Alors, avant que je rougisse... Si cet épisode t'a plu, abonne-toi là où tu écoutes tes podcasts préférés, laisse-nous une note ou un commentaire si le cœur t'en dit, et partage avec quelqu'un qui peut-être est au fond du seau et pourrait avoir besoin d'un coup de boost. N'oublie pas de jeter un œil à la description pour toutes les ressources et les liens dont on a pu parler. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Oh ça va hein. Oh ça va hein. C'était le 6e épisode, j'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez envie d'écouter les prochains. La bise!